Mes chers concitoyens, je veux vous parler aujourd'hui d'une campagne médiatique que vous avez certainement notée, qui s'est abattue sur le peuple français de façon massive depuis quelques jours et qui consiste à nous expliquer que le Brexit serait une catastrophe au Royaume-Uni, que les Britanniques d'ailleurs se mordraient les doigts d'avoir voté pour le Brexit et que finalement c'était bien fait pour eux, sous-entendu heureusement que nous sommes dans l'Union européenne. Évidemment, cette campagne n'est pas sortie d'un chapeau. J'ai trop l'expérience maintenant des médias pour savoir que les médias décident d'empêcher des gens de parler, j'en sais quelque chose, ou au contraire coordonnent des actions dans un but politique. Il est possible que cette simultanéité des articles dans les magazines, la presse quotidienne régionale, les radios, les télévisions, etc. Cette simultanéité pour expliquer que, paraît-il, le Brexit, ça serait la catastrophe, ne sort pas d'un chapeau. Il y a peut-être eu une dépêche de l'agence France-Presse pour coordonner tout ça au début, je n'en sais rien. Mais en attendant, nous sommes dans cette situation. Et pourquoi y a-t-il ça ? Évidemment, vous l'avez compris, j'y reviendrai en conclusion. C'est évidemment parce que les sentiments pro-européens en France s'effondrent. Les Français constatent que tout ce qu'on leur a dit depuis des années et des années était faux. Que l'Europe, ça n'est pas la paix, c'est la guerre. On voit que Mme von der Leyen nous pousse à la guerre, que toutes les institutions européennes nous poussent à la guerre en Ukraine contre la Russie. Les Français constatent bien que l'Europe, c'est pas la prospérité, c'est au contraire l'appauvrissement. On voit bien que notre niveau de vie s'effondre. Les Français pensaient que l'Europe, ce serait les droits de l'homme, la démocratie. Les Français constatent maintenant qu'en fait, c'est une dictature qui viole les traités, qui bafoue le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc le sentiment européen en France s'effondre. Et là aussi, j'en sais quelque chose, puisque notre mouvement se porte très bien. Nous avons beaucoup de gens qui commencent à nous rallier en disant « En fait, ce monsieur Asselineau, ça fait 15 ans qu'il nous dit ce qui est en fait la réalité, puisque c'est en train d'arriver. » Donc il a sans doute été jugé urgent, en haut lieu, de lancer une campagne pour dénigrer le Brexit et détourner les Français de la véritable solution. L'un des coups d'envoi de cette affaire a été lancé d'ailleurs par M. Xavier Bertrand. Bonjour, bonne année et bienvenue dans les 4V, Xavier Bertrand. Bonjour, bonne année à vous et aussi à l'ensemble des téléspectateurs. Je vous demande pas s'il faut que les Britanniques reviennent dans l'Union européenne. Ça pourrait être un sujet ou pas ? Je pense que ce que disait Axel de Tarlé est très juste. Ça a calmé quand même beaucoup de ceux qui disaient l'Europe, on peut en sortir, c'est mieux en dehors de l'Europe, c'est pas vrai. Eh bien moi je dis ici à M. Xavier Bertrand, s'il est un homme d'État responsable comme il prétend l'être, que je suis prêt à débattre avec lui en tête-à-tête devant les Français à des heures de grande écoute dans des grands médias. Et puis il verra s'il n'y a plus personne en France qui propose le Frexit. Sauf qu'évidemment il va se dégonfler comme d'habitude et on ne va jamais avoir de réponse. Les réponses, c'est sur Internet que ça se passe. Allez voir, d'ailleurs, je suggère ici, allez voir le nombre de vues ou le nombre de j'aime qu'il y a sur les comptes Twitter de M. Xavier Bertrand ou le nombre de vues qu'il fait sur ses vidéos, et puis comparer avec le nombre de vues que je fais sur mes vidéos ou le nombre de j'aime que j'ai sur mes comptes Twitter. Maintenant, je voudrais aller de l'avant et entamer avec vous cet examen que l'on nous invite à faire. Il y a eu un article dans l'Express qui est sorti il y a quelques jours qui justement allait dans cette direction et qui expliquait Brexit, les 5 chiffres terribles, etc., en sortant 5 chiffres qui montreraient les effets néfastes du Brexit. Alors, je vais examiner avec vous, de façon posée, sereine, avec des véritables chiffres, l'état comparé des lieux entre la France et le Royaume-Uni. Mais auparavant, je voudrais quand même faire des remarques. La première remarque, c'est que le Brexit a été acté il y a seulement 3 ans. Au cours des 3 ans qui se sont écoulés, il y a eu la crise de la Covid, qui a représenté 2 ans sur 3. Et puis la dernière année, c'est la crise en Ukraine. Ce sont donc des conditions tout à fait exceptionnelles qui se sont produites et qui devraient inciter tout le monde à regarder les évolutions avec une certaine prudence. C'est le premier point. Le deuxième point,
c'est que le Brexit au Royaume-Uni n'est que partiel. D'une part parce qu'il est en cours de réalisation. Il y a M. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, il y a quelques jours, a indiqué qu'il allait supprimer au cours des années qui viennent 4000 lois, je crois qu'au cours de l'année qui vient, 4000 lois venues de l'Union européenne pour simplifier la vie des entreprises. Personne, évidemment, n'en parle en France. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les effets du Brexit n'ont pas encore totalement commencé à faire leurs effets. Ils ont commencé à faire un peu leurs effets, mais pas totalement, puisque s'il y a 4000 lois qui vont être supprimées pour simplifier la vie des entreprises et des particuliers, et s'ils n'ont pas encore été supprimés, alors que déjà beaucoup a été fait, c'est parce que le Royaume-Uni est confronté à des décennies, de 1972 à 2020, ça fait quand même 48 ans, un demi-siècle, d'accumulation de lois venues de l'Union européenne et dont il faut se défaire. C'est donc le deuxième considération, le Brexit est en cours. Il est d'ailleurs assez extraordinaire que lorsque l'on reproche aux européistes le bilan cataclysmique de la construction européenne, ils sont toujours là à vous expliquer mais que c'est parce que nous n'avons pas encore tout fait, il n'y a pas eu assez d'Europe, hein, comme il n'y avait pas assez de socialisme au bout de 70 ans de construction du socialisme en URSS, c'est ce que disaient les partisans du régime. Donc les européistes nous expliquent que 65 ans après le traité de Rome, bientôt 66 ans, eh bien, on ne peut pas encore tirer des enseignements par rapport aux catastrophes en cours. Alors si on ne peut pas tirer d'enseignements au bout de 65 ans, les mêmes, en revanche, veulent tirer des enseignements définitifs au bout de 3 ans sur le Brexit. Donc c'est également un élément à avoir à l'esprit. Et puis je rappelle aussi, troisième grande considération, que non seulement le Brexit est en cours, mais qu'il est tout à fait partiel, puisque le Royaume-Uni n'est pas sorti de l'OTAN. Il est resté dans l'OTAN. Il est sorti seulement de l'Union européenne. Or, ce que vit le Royaume-Uni en ce moment, comme la France d'ailleurs, comme l'Allemagne, ce sont les conséquences désastreuses de la politique de l'OTAN, notamment avec la rupture des relations commerciales quasiment avec la Russie ou avec la Chine, qui pèsent de tout leur poids sur le Royaume-Uni comme sur la France. Le Royaume-Uni, M. Boris Johnson avait eu le projet de faire du Royaume-Uni, une fois sorti de l'Union européenne, Global Britain, comme il disait, c'est-à-dire un pays s'adressant au monde entier et commerçant tout particulièrement avec la Russie et plus encore avec la Chine. Or, il se trouve que ça, c'était la volonté de Boris Johnson d'un pays sorti de l'Union européenne redevenant souverain, mais Boris Johnson, comme la société britannique, est un peu schizo, coupé en deux, et de l'autre côté, du fait de l'appartenance à l'OTAN, ils ont pris des mesures qui leur coupent les marchés, notamment russes et chinois. Donc il faut bien tenir compte du fait que le Brexit n'est pas total au Royaume-Uni. C'est la troisième considération. Il y a encore une quatrième considération. Avant de passer ensuite aux détails, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout en train de noyer le poisson. Au contraire, vous allez voir que le poisson, il se porte très bien. Mais le quatrième élément à avoir à l'esprit, c'est que le Royaume-Uni est dirigé par des gens qui, même s'ils se sont déclarés pour le Brexit, on sent qu'ils ont des arrière-pensées. Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique, est un clone de Macron. Il a 37 ans, il est un banquier d'affaires, c'est quelqu'un qui a énormément d'argent, et c'est quelqu'un qui, par pur opportunisme politique, s'est déclaré pour le Brexit. Mais disons que je ne suis pas sûr qu'il fasse tout ce qu'il faut pour mettre en marche tout le Brexit tel qu'il devrait avoir lieu. C'était pareil d'ailleurs pour Madame Liz Truss, qui avait l'âge de Macron. C'était d'ailleurs pareil lorsqu'après après le vote positif du référendum pour la sortie de l'Union européenne, les événements ont fait en sorte que c'est Madame Theresa May, conservatrice anti-Brexit, qui a été chargée de mener à bien le Brexit. Celui qui aurait dû diriger le Royaume-Uni après le vote du référendum, si les choses avaient été logiques, c'eût été Nigel Farage, le promoteur justement du Brexit.
Or, il fut écarté. Au profit de Madame Theresa May, qui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire il y a un certain nombre de mois, faisait un peu comme Pénélope dans l'Odyssée, c'est-à-dire, vous savez que Pénélope faisait une tapisserie le jour et elle avait dit que lorsque la tapisserie serait terminée, eh bien, elle épouserait un des prétendants à la succession de son mari Ulysse qui était porté disparu. Et puis la nuit, eh bien, la nuit, elle défaisait ce qu'elle avait tissé pendant le jour parce qu'elle ne voulait justement pas parvenir à l'objectif annoncé. Eh bien, c'était exactement ce que faisait Madame Theresa May, qui se déclarait le jour en faveur du Brexit et qui, en réalité, la nuit, c'est-à-dire dans le secret de son cabinet, prenait des mesures ou négociait avec les commissaires européens de façon à ce que ça n'aboutisse pas à un vrai Brexit. Ensuite, Boris Johnson, qui lui a succédé, il faut rappeler qu'il était davantage pour le Brexit, c'est exact. D'ailleurs, il l'a mené à bien. Mais il avait quand même voté le dernier projet inacceptable, en fait, de Mme Theresa May avec la Commission européenne. Et finalement, vous vous rappelez comment ça s'était passé. Mme Theresa May avait été désavouée par les parlementaires. Donc, il faut bien comprendre une chose qui est vraiment très très importante et dont nous devons tirer les conséquences pour la France, c'est qu'il y a parfois ici ou là des gens qui disent qu'il faudrait faire un référendum sur le Frexit. Mais à supposer que l'on fasse un référendum, ça veut dire que c'est Macron qui déciderait de faire un référendum. Autant dire que c'est le jour où les poules auront des dents, comme on dit. Mais imaginons que Macron fasse un référendum, imaginons qu'il y ait une campagne fair-play, c'est-à-dire où on laisse 50% du temps de parole aux partisans du Frexit. Actuellement, c'est 0%. Imaginons que les Français votent néanmoins en faveur du Frexit. Et qu'est-ce qui se passerait si on suivait le schéma anglais ? Eh bien, on aurait Macron qui resterait président de la République pour mener le Frexit. Autant dire qu'il ferait tout pour le saboter, compte tenu de qui il est, compte tenu de qui sont les forces, les oligarchiques euro-atlantistes qui l'ont catapulté à l'Élysée. C'est ça la situation qu'il y a au Royaume-Uni, c'est que nous avons des gouvernements qui sont peu légitimes et peu forcément enthousiastes à l'idée de porter le Brexit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les sondages indiquent, certains sondages, que, paraît-il, des Britanniques eh bien, seraient déçus du Brexit. Mais ils sont déçus pourquoi, au juste ? Je rappelle que lorsqu'il y a eu les élections générales, les partisans du Brexit ont gagné des voix. Il y a en Royaume-Uni des gens qui sont déçus, non pas d'être sortis de l'Union européenne, mais de ce que le Brexit n'a pas été mené à son terme. Je l'ai dit tout à l'heure, Rishi Sunak a traîné les pieds, Boris Johnson aussi. Il y a 4000 lois à supprimer pour libérer le Royaume-Uni des entraves de l'Union européenne. Alors, maintenant, après ces considérations, une dernière considération plus générale. Le Brexit, comme le Frexit, consiste à rendre à un peuple sa souveraineté et son indépendance, sa liberté. Et donc, rendre la liberté à un peuple, ça n'est pas forcément une garantie de gestion impeccable. Il peut très bien y avoir des bons dirigeants et des mauvais. Je rappelle, par exemple, que la Suisse, qui n'est jamais entrée dans l'Union européenne, a les taux d'inflation actuellement de 2,5%, tout en étant en dehors de l'Union européenne. A un taux de PIB par habitant, une très faible dette, a une économie qui est brillante, etc. Donc la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, se porte très bien. Donc, il faut bien comprendre que vouloir juger, comme je le disais tout à l'heure, la sortie du Brexit au bout de 3 ans, sur des sujets qui, d'ailleurs, on va le voir, n'ont pas forcément de rapport, et même parfois n'ont absolument aucun rapport, c'est une mauvaise foi absolument insigne. Je prends une métaphore. Imaginons quelqu'un qui est en prison pendant 10, 15 ans et qui sort de prison au bout de 20 ans. Et puis, un mois après être sorti de prison, je sais pas, il se casse la figure, il rate une marche dans un trottoir, il se casse la jambe. Que dirait-on si on disait « Ah ben vous voyez ce que c'est la sortie de prison, il s'est cassé la jambe ». Non, ça va pas du tout. C'est exactement ce qui se passe actuellement
avec le Brexit, c'est-à-dire que on a des gens qui pérorent à la télévision et qui monopolisent la télévision pour essayer de faire croire aux Français, d'une part, que les Britanniques seraient ravagés de remords, ce qui est absolument faux. C'est tellement faux d'ailleurs qu'aucun des grands partis politiques britanniques ne propose de rentrer dans l'Union européenne, sauf en Écosse, et que mieux encore, Nigel Farage, qui a quitté le UKIP, a recréé un petit parti en partant de zéro, et en l'espace de 1 an et demi, il est dépassé à 4%, puis à 7%, il est en train de nouveau de tailler des croupières au Parti conservateur, parce que les Britanniques trouvent que justement le Parti conservateur tarde à tirer tous les profits du Brexit. Alors, après toutes ces considérations, il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet. J'aimerais beaucoup que M. Barnier, Michel Barnier, qui participe à cette campagne, que M. Xavier Bertrand, qui y participe, j'aimerais que des journalistes de l'Express, du Point, etc., viennent débattre avec moi devant les Français. Ils ne le feront pas. Pourquoi ? Parce qu'ils vous mentent. Alors, on va prendre des choses très concrètes. Très concrètement, en 2016, les Britanniques avaient subi un lavage de cerveau effroyable sur le Brexit. Le cabinet, qui s'appelle PwC, PricewaterhouseCoopers, qui est un peu l'équivalent de McKinsey, c'est un cabinet américain. Des méchantes langues, des mauvaises langues disent, je ne crois pas que ce soit forcément des mauvaises langues d'ailleurs, disent que PwC a des liens très étroits avec la communauté du renseignement américain, comme on dit. C'est évidemment un endroit idéal pour accumuler des quantités d'informations sur les comptes des entreprises étrangères. Et donc PricewaterhouseCoopers, cabinet d'audit américain d'origine américaine, avait pondu un rapport pour les Britanniques en 2016 où il avait expliqué que le Brexit, s'il avait lieu, serait une catastrophe absolue, et qui pourrait coûter jusqu'à 125 milliards d'euros de PIB, et donc une baisse considérable du revenu des Britanniques. Baisse du PIB, moins 125 milliards d'euros par PricewaterhouseCoopers. Aujourd'hui, on en est où ? On en est que le PIB au troisième trimestre de 2022, en France, a été sur le trimestre, c'est-à-dire la richesse produite pendant un trimestre, le PIB trimestriel. Le troisième trimestre de 2022, j'ai pris ça parce que j'ai pris des chiffres qui étaient comparables entre les pays, les mêmes périodes, a augmenté de 590 milliards d'euros en France. Il a augmenté de 650 milliards d'euros au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'il a augmenté en réalité de à peu près 10% de plus qu'en France. C'est un peu inattendu, puisqu'on nous avait expliqué en 2016 que ce serait la catastrophe. J'en profite pour faire d'ailleurs une incidente à cet égard, c'est que les responsables, les européistes, ne vérifient jamais et interdisent que l'on vérifie leur prophétie apocalyptique avec la réalité. La croissance entre les deux pays, toujours au troisième trimestre 2022, a été en France de plus 0,2%, au Royaume-Uni de moins 0,2%. Donc sur cet aspect-là des choses, la France se porte un chouïa mieux. Il est possible d'ailleurs que pour 2023, on nous annonce toujours en France des chiffres mirobolants, on nous annonce maintenant une taux de croissance de 2, et quelques %, de 2,3%. Attendons de voir. Et on nous annonce aussi, j'ai vu dans l'Express, ils annoncent moins 0,6% pour le Royaume-Uni. Attendons de voir, parce que moi les prévisions, je préfère les choses concrètement réalisées. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le PIB de la France s'était effondré en 2020 et 2021 grâce au fameux confinement du Mozart de la finance. Macron a plombé le PIB de la France de façon colossale, plus que le Royaume-Uni. Donc que la croissance aujourd'hui soit un peu supérieure en France à ce qu'elle est au Royaume-Uni n'est pas un tour de force du tout.
Au contraire même, elle devrait être de loin supérieure puisqu'on était descendu bien plus bas. L'inflation. L'inflation, il y a eu aussi des études qui avaient été faites qui avaient promis que s'il y avait le Brexit, ce serait une inflation absolument phénoménale et qui ravagerait le niveau de vie des familles britanniques. Aujourd'hui, on en est où? Sur l'année, les 12 derniers mois, en France, on tourne autour de 7% d'inflation, d'après l'INSEE. Au Royaume-Uni, on est aux alentours de 10 à 10,5. Donc là, c'est exact. L'inflation est supérieure au Royaume-Uni. Mais supérieure, c'est pas d'une façon délirante. Entre 7 et 10, il n'y a pas de façon, quelque chose de délirant. Ça doit d'ailleurs être tempéré, ce constat, par deux considérations. La première, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème du Royaume-Uni comme de la France, c'est qu'ils sont lancés dans cette affaire de sanctions contre la Russie, dans cette affaire qui veille à une espèce d'augmentation considérable des prix de l'énergie, et donc, tous les deux, comme d'ailleurs l'ensemble des pays de l'Union européenne, ont un taux d'inflation très important. Et d'ailleurs, on cite les 10,5% du Royaume-Uni en inflation que l'on va comparer à la France, en disant c'est moins bien qu'en France. Mais je signale que dans l'Union européenne, il y a des pays, y compris des pays qui ont adopté l'euro, comme l'Estonie, qui ont des taux d'inflation de plus de 20% ou de plus de 15% dans certains pays de l'Est. Donc que l'on ne vienne pas nous expliquer que ce serait consubstantiel au Brexit d'avoir une forte inflation, puisque l'inflation en Union européenne, la moyenne est de l'ordre de 10%. Et puis le deuxième bémol à apporter, c'est que personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le taux d'inflation calculé en France, moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que c'est l'INSEE qui calcule ça en intégrant des quantités de produits qu'on achète une fois tous les 15 ans. Hein. Bon, l'inflation sur tel ou tel produit, je ne sais pas, mais en réalité, ce qui compte pour la ménagère, ou pour le ménager, enfin pour les gens qui font des courses, moi je fais aussi des courses, il n'y a pas que ma femme qui en fait, on se partage les tâches du ménage, moi je constate quand je vais faire des courses une flambée des prix de l'alimentaire en France. Moi j'aimerais bien que ça soit 7%. Moi je me rappelle que quand je suis dans Paris Intramuros, quand j'ai acheté une demi-livre de beurre, il y a encore un an, il fallait compter à peu près 2,50 €, 2,80 € selon le magasin. Entre 2,20 € et puis un beurre de luxe, c'était peut-être 2,90 €, 3. Et aujourd'hui, on est passé à plus de 4 €. Plus de 4 € la demi-livre de beurre, j'allais dire standard, un petit peu au-dessus, mais on ne trouve plus, dans Paris Intramuros en tout cas, de demi-livre de beurre à moins de 3 €, 3,20 €, et ça va jusqu'à 4 €, 4,50 €. Alors, passer de 2,40 € à 4 €, excusez-moi, c'est pas une inflation de 7%. Alors là, je prends un exemple sur la demi-livre de beurre, mais je pourrais prendre des exemples, toutes les personnes qui me regardent, nous sommes français, tout le monde fait les courses, même les célibataires, même les étudiants, même les personnes âgées, les hommes, les femmes, etc. Tout le monde fait les courses, tout le monde se rend bien compte que le taux d'inflation n'est pas de 7%, qu'on se moque de nous en fait. Bon. Alors il devrait y avoir un taux d'inflation spécial pour les produits de première nécessité, les produits alimentaires, et puis également, je ne sais pas, le courrier, la poste, sa fameuse réforme sur la lettre rapide, et puis, je ne sais pas, moi, des abonnements, le ticket de métro, ce genre de choses. Et là, il faudrait qu'on ait un taux d'inflation sur les stricts produits de première nécessité. Et puis on continue la suite des comparaisons. En matière de dette publique, ça, j'ai pas vu le moindre média. Allô, monsieur Xavier Bertrand? Allô? Pas de son, pas d'image. En matière de dette publique, le Mozart de la finance nous a augmenté notre dette de 500 milliards d'euros. Ce qui d'ailleurs au passage est un tour de force, c'est que endetter un pays de 500 milliards d'euros, il l'a fait à l'occasion du confinement. Si cet argent, au lieu d'être dépensé à payer des gens à ne rien faire, parce que c'est très exactement ce qui s'est fait, s'il avait mis cet argent, même la moitié, pour l'investir
dans des services publics, dans des travaux sur les routes, amélioration des routes, des autoroutes, des services, des hôpitaux, des services publics, etc. Ça aurait fait travailler les entreprises de BTP. Il aurait pu donner de l'argent aux chercheurs, il aurait pu donner de l'argent à l'éducation, il aurait pu donner des travaux pour rénover certains bâtiments anciens, etc. Ça aurait dopé le taux de croissance en France d'une façon considérable. Considérable. Donc le fait qu'on ait un taux de croissance au troisième trimestre de 2022 de plus 0,2% quand on a dépensé 500 milliards d'euros, honnêtement, les bras vous en tombent. C'est-à-dire que c'est d'une inefficacité. Monsieur Macron a dépensé, il a endetté les Français pendant des générations de la façon la plus bête qui soit, en endettant la France pour payer des gens à ne rien faire. En attendant, le résultat des courses, c'est quoi? C'est que la dette publique en France a dépassé, au tournant du mois de janvier, les 3 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 120% du PIB, alors qu'au Royaume-Uni, où elle est très élevée, c'est exact, mais c'est l'héritage des prédécesseurs, ne l'oublions pas, elle est, si j'ose dire, que de 2 850 milliards d'euros. Elle est donc 150 milliards d'euros de moins, la dette publique britannique, que la dette publique française, pour des populations à peu près comparables. Et au Royaume-Uni, ça ne représente que 98% du PIB. C'est déjà beaucoup trop élevé. Mais enfin, qu'on ne vienne pas, que nos responsables politiques ne viennent pas ricaner sur les mauvais effets du Brexit. On continue. Le taux de chômage. Le taux de chômage, il faut regarder ce qui est comparable selon le Bureau international du travail à Genève, qui est une instance onusienne. Eh bien, le taux de chômage en France est de 7,3%. Au Royaume-Uni, il est de 3,7%. C'est-à-dire, il est moitié moins. Il y a moitié moins de chômeurs au Royaume-Uni. Et après, nous avons des gens ici qui se permettent de se gausser du désastre du Brexit. Je précise d'ailleurs au passage que M. Macron, qui est le champion de l'artifice et du mensonge, il y a toute une propagande gouvernementale depuis quelque temps qui vise à faire croire que Macron est un génie qui a fait diminuer le chômage d'une façon considérable, qui a eu 700 000 créations d'emplois, etc. Non. Non, parlez-en à des économistes sérieux. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Vous trouverez sur la toile un certain nombre d'économistes qui disent que c'est se moquer du monde. Ce ne sont pas des emplois sérieux. Ce sont des emplois, c'est des créations d'auto-entrepreneurs. Mais il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont fait des auto-entreprises et que ça n'a rien donné du tout. Et donc, à partir du moment où vous sortez quelqu'un des statistiques du chômage, on dit que vous avez créé des emplois, mais ce ne sont pas des emplois durables, des emplois solides pour une grande partie d'entre eux. C'est surtout de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. En attendant, sur le taux de chômage, même si le taux de chômage en France a baissé par rapport à des sommets que l'on a connus, il est 2 fois supérieur au taux de chômage du pays du Brexit. Sur le déficit commercial et le déficit de la balance des paiements courants. Alors là, c'est difficile de choisir un mois en particulier. Il faut mieux avoir une courbe sur toute une année. Et je vais vous présenter l'un après l'autre les évolutions de la courbe de la balance commerciale, d'une part, de la balance donc la balance commerciale, ce sont les biens et les marchandises. De la balance des services, donc les services, c'est les services financiers, les assurances, etc. Et puis le résultat, c'est la balance des comptes courants, puisque on échange à la fois des biens et des services. Regardez pour le Royaume-Uni ce que ça donne. Vous voyez sur cette courbe que le Royaume-Uni connaît des déficits commerciaux très importants, mais des excédents de leur balance des services très importants aussi, de telle sorte que la courbe noire que vous voyez entre les deux varie beaucoup, mais est globalement, sur plusieurs années, est à l'équilibre, la balance des paiements courants. Regardons maintenant la même chose pour la France. Vous verrez, vous voyez, que la balance commerciale en France est calamiteuse. Et je le dis d'autant plus que l'on a franchi cette année 2022 un record historique qu'on n'avait pas vu depuis Vercingétorix, c'est-à-dire que
la balance commerciale, le déficit commercial sur les 12 derniers mois, sur les 12 mois de 2022. On connaît jusqu'en novembre, enfin en gros en décembre, on a déjà un peu, on voit comment ça se passe. Le déficit commercial français sera de 160 milliards d'euros de déficit commercial. Et il faut y ajouter une balance des services qui, elle, est positive. Mais regardez, la courbe, elle est beaucoup moins positive que la balance commerciale, de telle sorte que vous voyez la courbe de la balance des paiements courants, la courbe noire entre les deux. Eh bien, vous voyez que notre balance des paiements courants est en bien plus grand mauvais état que celle du Royaume-Uni. Et puis, je voudrais vous parler, enfin, de ce qui vous intéresse, de ce qui intéresse le plus le peuple, les Français. Le salaire. Combien ils gagnent. Je rappelle qu'avant le Brexit, le SMIC au Royaume-Uni était 10%, 10-15% inférieur à celui de la France. J'ai eu l'occasion de faire un message Twitter lorsque ça s'est produit. Au cours de l'année 2022, le SMIC britannique a rattrapé puis dépassé le SMIC français. De telle sorte qu'aujourd'hui, le SMIC en France est de 10,57 € de l'heure, alors que le SMIC au Royaume-Uni est de 11,40 € de l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quand même une marge significative en faveur des smicards au Royaume-Uni. Alors je le dis d'autant plus que je vous ai parlé tout à l'heure de l'étude de PricewaterhouseCoopers qui annonçait que ce serait une calamité pour les ménages. Il y avait d'autres instituts qui avaient sorti des choses comme ça. Il y avait également, en 2016, M. George Osborne, qui était le chancelier de l'Échiquier, c'est-à-dire le ministre des Finances britannique. C'est une vieille formulation médiévale. Il s'appelait George Osborne et il avait expliqué, avant le référendum de 2016, que les Britanniques perdraient 5 400 € par an de revenus s'ils sortaient de l'Union européenne. C'est le contraire que l'on constate. Vous allez me dire certains, oui, mais là vous parlez du SMIC, mais le salaire moyen, le salaire médian ou salaire moyen. Eh bien, là aussi, allez regarder les chiffres de l'INSEE, de l'équivalent de l'INSEE au Royaume-Uni. Le salaire médian en France, en ce moment, est de 2005 €, 2,005, 2005 € par mois. Au Royaume-Uni, il est de 2 295,35 €, c'est-à-dire qu'il est, il suffit de voir, il est plus de 10% supérieur, c'est même 14%, 15% quasiment supérieur à ce qu'il est en France. Ajoutons à tout cela que l'on nous avait expliqué que le Royaume-Uni serait complètement isolé, qu'il perdrait toute importance internationale, que l'on nous avait expliqué que la livre sterling s'effondrerait, que la City s'effondrerait, ce qui n'est pas vrai. La City est restée la principale place financière en Europe, même si un jour, une fois tous les 3 mois, il y a Amsterdam ou Paris qui dépasse, la City est restée la principale place financière en Europe. Quant au rayonnement international du Royaume-Uni, malheureusement, vous voyez ce qu'il donne. Le Royaume-Uni a pris une importance, notamment sur ses affaires ukrainiennes, considérable. Et notez bien d'ailleurs, je voudrais vraiment insister sur ce sujet, que je ne suis pas d'accord avec la politique du Royaume-Uni, notamment en matière internationale. Puisque les Britanniques, qui sont restés dans l'OTAN, comme je le disais tout à l'heure, sont très en pointe contre la Russie. Mais un autre gouvernement pourrait décider de faire tout le contraire. Nous, en France, on dit d'ailleurs beaucoup, comme vous le savez, que ce sont les services secrets britanniques qui auraient fait exploser le fameux gazoduc Nord Stream 2 en mer du Nord, en mer Baltique, plus exactement, et à la demande des Américains. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Mais en France,
En France, nous avons une politique vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie un petit peu plus prudente. Je reconnais d'ailleurs ici, c'est suffisamment rare pour que je le souligne, et suffisamment rare pour que je reconnaisse que Macron, il y a un truc qu'il a fait un peu moins mal que d'habitude, c'est qu'on sent bien que Macron sait parfaitement que notre politique actuelle est désastreuse vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine. Il le sait. Les Britanniques n'ont pas les mêmes intérêts géopolitiques. Nous avons un intérêt géopolitique vital à être en bon terme avec la Russie. Vital. Et d'ailleurs, les sanctions que nous avons prises nous sont retournées contre nous d'une façon colossale, et contre l'Allemagne. Il faut reconnaître à Emmanuel Macron d'être un petit peu plus prudent de temps en temps que les Britanniques. Mais d'ailleurs, ça lui est reproché. Lorsqu'il avait dit, par exemple, qu'il fallait donner des garanties de sécurité à la Russie, tout le monde lui est tombé dessus. Enfin, les européistes, les euro-atlantistes lui sont tombés dessus, alors que c'était pour le coup une idée vraie, une idée exacte. Il faut donner des garanties de sécurité à la Russie, comme il faut en donner aux États-Unis, comme il faut en donner un peu à tous les pays du monde, en tout cas les grandes puissances, les plus grandes puissances, surtout celles qui sont la première force militaire du monde. Le problème de Macron, c'est que vous savez que c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune parole, aucune face, diraient les Chinois, qui dit tout et son contraire. Et aussi bien il a pu dire qu'il fallait donner des garanties de sécurité, aussi bien il plastronne en envoyant, après des canons César, il annonce qu'il envoie des AMX-10, et puis il annonce qu'il faudrait réfléchir à envoyer des avions de chasse, des Rafales, etc. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs là-dedans, c'est qu'en fait, M. Macron trompe tout le monde. De la même façon qu'il trompe les Français, il trompe aussi les Ukrainiens. On a annoncé des quantités de choses versées aux Ukrainiens, mais il y en a eu moins que ce qui a été annoncé, de telle sorte que Macron se met tout le monde à dos. Mais en définitive, mon propos n'est pas là. En définitive, mon propos, c'est quoi? C'est que, quel que soit le successeur de Macron, sauf si c'est moi, il restera dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, et donc il fera peu ou prou la même politique. Donc toute la différence du Brexit et de la différence qu'il y aurait en France avec le Frexit, c'est qu'au Royaume-Uni, ils ont un gouvernement qui dirige, à mon avis, mal les choses, mais qui pourrait diriger dans l'autre sens, alors qu'en France, tout gouvernement français, tout chef d'État français, puisque nous sommes encore dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, serait peu ou prou obligé de faire ce que fait Macron. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est donc que il y a une inquiétude au plus haut niveau de l'État sur l'évolution de la société française. Je la mesure à mon échelle parce que je circule en France, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et je vois de plus en plus de gens qui viennent me voir en me disant « Monsieur Asselineau, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui avez raison, il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir de l'OTAN, il faut que vous nous sortiez de ce risque de troisième guerre mondiale. » Cela se mesure sur la fréquentation de nos vidéos, cela se mesurait sur la hausse des comptes Twitter. Il y avait un site qui s'appelle politologue.com qui pointait sur les 560 principaux responsables politiques ou relais politiques en France ayant un compte Twitter. C'était le site politologue.com. Eh bien, il montrait jour après jour quelles étaient l'augmentation du nombre d'abonnés sur les comptes Twitter. Ça, c'est quelque chose... J'en ai pas fait des gorges chaudes, mais là, ça vaut le coup quand même que j'en parle maintenant. Parce que sur les 560 responsables politiques, qui étaient classés donc tous les jours, et ça recommençait à zéro au début de chaque mois, on classait tous les jours les responsables politiques par le nombre de nouveaux abonnés Twitter. Non pas par leur nombre absolu, mais le nombre de nouveaux abonnés, ce qui témoigne de l'évolution des opinions publiques. Alors en 1, c'était toujours Macron, il était toujours en 1 parce que dans le monde entier, il y a des gens qui ont envie de s'inscrire sur le compte Twitter de Macron, comme sur le compte Twitter de Lula da Silva, de Joe Biden. Bon, c'est du showbiz, c'est du star system. Mais ensuite,
Eh bien ensuite, au risque de décevoir certaines des personnes qui m'écoutent, eh bien j'arrivais, et dernièrement encore, j'étais 4e ou 5e, et parfois même second. Récemment encore, en 2, il y avait, je crois, François Ruffin de LFI, en 3, Jordan Bardella, et moi j'étais en 4. C'est-à-dire que j'étais devant Mme Le Pen, devant M. Mélenchon, devant Mme Elisabeth Borne, devant tous les ministres, Et le truc était d'autant plus incroyable que vous êtes témoin que je suis invité 0 seconde sur l'ensemble des grands médias, alors que tous les autres sont constamment invités. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, eh bien, c'est que ce classement de politologue.com a été fermé. Voilà. Ça s'appelle la politique de l'autruche. On casse le thermomètre. Voilà. Alors, au fond, et ça sera ma conclusion, au fond, tenez bon sur le Frexit. C'est la clé de notre salut. Il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir de l'euro, il faut sortir de l'OTAN. Et si vous avez des dirigeants politiques aussi honnêtes que Xavier Bertrand, et qui vous expliquent que plus personne ne veut le Frexit en France, que plus aucun responsable politique n'oserait le proposer, dites-lui, écrivez-le lui, que c'est un menteur, que je suis prêt à débattre avec lui, devant les Français, y compris même ici, à UPR TV, qu'il vienne, il est invité. Voilà. Il est invité, j'invite M. Bertrand, comme d'ailleurs j'invite Mme Le Pen, M. Mélenchon, mais ça, je suis rebuté de les inviter. J'invite en fait, M. Édouard Philippe, j'invite M. Ciotti, j'invite les 14 vice-présidents des Républicains, ou les 28 conseillers spéciaux des Républicains, je les invite à venir débattre avec moi pour que je leur montre qu'il y a en France une force qui est en très forte croissance et qui, elle, ne se laisse pas intimider par ces campagnes de communication parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle veut rendre à la France sa souveraineté et son indépendance nationale. Vive la République et vive la France.